Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je suis accompagné de Colin, un autre étudiant de la faculté Jean Calvin, et puis on est une fois de plus avec Yannick Imbert, notre professeur d'apologétique, et on va poursuivre la discussion qu'on a commencée il y a quelques temps sur le transhumanisme. Oui, Yannick, il y a une question un peu pour prolonger ce qu'on a pu dire dans le dernier épisode. Quel type de technologie utilise le transhumanisme ? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ? Parce que nous, on a une idée des fois un peu comme un bloc uni. Il semble que ce n'est pas forcément le cas. Est-ce que tu pourrais décrire un peu les différents points ? Alors, le transhumanisme est très divers, en fait. Dans tout ce qu'est le transhumanisme, tous les chercheurs qui participent ne sont pas d'accord sur ce qu'on va faire et comment. Et d'ailleurs, certains, de plus en plus, refusent le terme transhumaniste parce qu'il a été associé. En gros, l'une des technologies qu'on associe le plus au transhumanisme, c'est le robot, le cyborg, l'androïde. Ouais. Et pour certains d'entre eux, c'est une vision qui est non réaliste, voire même dangereuse. Ce qui est intéressant à noter, les transhumanistes sont, pour les meilleurs d'entre eux, sont très conscients en fait, des enjeux et des risques liés aux technologies que pourtant ils vont promouvoir. Un d'entre eux notamment s'appelle Eliezer Yudkowsky, qui travaille beaucoup dans le domaine de l'intelligence artificielle, et donc le codage, etc. Et ça, c'est une autre technologie qui est utilisée. Est très conscient qu'en fait, oui, quand on parle d'une mauvaise intelligence artificielle qui peut alors prendre contrôle du monde et nous envoyer dans le mur, pour lui, ce n'est pas tout à fait irréaliste d'imaginer que c'est une option possible. Et c'est pour ça qu'il travaille sur la notion de friendly AI. Donc, l'intelligence artificielle amicale. Amicale, mais c'est ça. Ouais. Gentil. Positive. Qui ne va pas nous manger. Voilà, le compagnon de l'homme, pour nous entraîner vers justement le royaume transhumain. Nick Bostrom, qui est un autre grand transhumaniste, qui travaille beaucoup plus donc, dans le domaine de la technologie, le cliché, le robot. Lui aussi est très conscient des enjeux et des risques et publie maintenant tous les quelques années presque une encyclopédie des risques liés à ces nouvelles technologies. C'est quelque chose qui est assez récent quand même dans le transhumanisme. Au tout début, on était beaucoup plus presque naïf. Même en ayant une échelle de temps très réduite sur quand est-ce qu'on va arriver à accomplir notre rêve. L'un des premiers transhumanistes, qui était un penseur iranien, alors je ne me rappelle plus son nom de naissance parce qu'il a fait changer son nom en FM 2030. FM, c'était ses initiales. Oui. Tout à fait comment et je ne me rappelle plus, vous faudra aller chercher FM 2030, c'est son nom wiki, donc sur Wikipédia, vous trouvez ça. Et 2030, parce qu'il pensait qu'en fait, en 2030, on aurait atteint le plus. Alors, ça commence à venir rapidement. Ouais. Donc, on verra si jamais il avait raison. Il est décédé depuis. Et donc, il y a cet accent technologique-là. Les grandes technologies, ça va être les nanotechnologies qu'on utilise aussi en médecine. Les technologies liées à la biologie, donc aussi recodage ADN, etc. Les sciences informatiques, donc souvent NBIC, on résume. Les sciences informatiques et le C pour les sciences cognitives. Chacune de ces sciences-là, en soi, ne fait pas de quelqu'un qui travaillerait dans le monde des nanotechnologies un transhumaniste. Oui, c'est ça. Ouais. Les NBIC, c'est des technologies utilisées par des personnes sur attachement de transhumanisme, mais quelqu'un peut être en sciences cognitives, être chrétien, être leader dans son domaine et avoir rien de transhumaniste. Ouais. Transhumanisme, c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut à la fin et comment on y arrive. Et il y a presque un autre pôle là, en dehors de l'IA, le robot, et il y a un autre pôle là qui est représenté par... alors, il fait partie de ceux qui récemment refusent d'être appelés transhumanistes, alors que pourtant il fait tout à fait partie de ce réseau-là, qui s'appelle Aubrey de Grey. Si vous le cherchez sur Google, c'est un petit peu le viking du clan parce qu'il est baraqué, il a une barbe comme ça, un petit peu roux, généralement avec la chope de bière à la main. Non, ça fait un peu cliché, mais c'est un biologiste. Alors, ce que j'apprécie parce que mon premier amour, c'est la biologie. Du coup,
Et Aubrey de Grey, lui, est un transhumaniste un petit peu modéré, dans le sens où, par exemple, il ne va pas vouloir l'éternité pour l'être humain. Il ne pense pas qu'on puisse y arriver. On ne peut pas dépasser totalement notre corps. Et donc, lui travaille plutôt sur le ralentissement du vieillissement, au point où on pourrait parler de quelqu'un qui est presque éternel. Et il travaille ça à partir des mutations mitochondriaques. Donc, après, on part dans la biologie. Donc, il travaille sur les mitochondries et la manière dont les mitochondries, et avec les mutations qu'il lui propose de faire, ralentiraient notre vieillissement. En gros, c'est faire croire au corps qu'il ne vieillit pas. Et si on fait croire au corps qu'il ne vieillit pas, il vieillit quand même, mais à un rythme tellement lent qu'en fait, on peut vivre 1000 ans. Et Aubrey de Grey dit, par exemple, le premier homme qui atteindra 1000 ans, le premier homme millénaire, est déjà né. Lui dit, il est né dans les années 80. Ok. Donc, au milieu de nous, il y a quelqu'un qui vivra 1000 ans. Alors, moi, je suis né avant 80, donc du coup, ce sera pas moi. Pas forcément que ça m'intéresse non plus, d'ailleurs. Donc ça, c'est toutes les technologies utilisées. Et les uns vont plutôt dans une direction, plutôt dans l'autre. Alors, à cause aussi des films, notamment la série Terminator, c'est la vision qu'on a de la technologie qui va nous exploser quand même en pleine figure, c'est le robot. En même temps, si on regarde les dernières avancées, les avancées les plus flagrantes, c'est quand même ça, en fait. L'IA et le robot. Le reste, c'est un peu plus... déjà, c'est plus difficile à comprendre. À les présenter de manière convaincante et très tendance, les mutations des mitochondries. C'est peut-être pour ça que Aubrey de Grey n'est pas le plus médiatique. C'est parce que son truc a l'air très intéressant peut-être, mais pour le comprendre, il faut avoir fait des études de biologie. Alors que le reste, un robot. On va faire en sorte que le robot ait l'air humain, qu'il puisse se comporter de manière humaine, etc. Ça fait partie de notre imaginaire collectif déjà. C'est ça. Je veux dire, ça fait... la SF aussi l'imagine depuis 150 ans. Donc, ça fait partie de notre imaginaire, effectivement. Donc ça, c'est un petit peu le monde des technologies que le transhumanisme se propose d'utiliser. Donc, avec beaucoup de diversité, y compris... alors ça, c'est un truc qui était dans le film Transcendance, que vous avez peut-être vu, avec Johnny Depp. Non. Transférer la conscience humaine dans un ordinateur. Et après, donc en ligne de code. Et la conscience, après, peut prendre le contrôle du monde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une ligne de code peut se répandre par Internet de partout et contrôler un petit peu tout. Donc, il y a aussi cette image-là, d'ailleurs, qui conduit certains transhumanistes. C'est Ray Kurzweil qui est un petit peu le prophète du transhumanisme, qui pendant un bon moment a été chercheur en chef chez Google et qui dit, avec le transhumanisme, on va vers un éveil de l'univers. Alors, je ne suis pas encore très certain de savoir ce que ça veut dire, un éveil de l'univers, parce qu'un astéroïde qui se baladerait entre Pluton et je ne sais pas forcément comment il serait réveillé, mais il y a cette image-là, parce qu'en fait, c'est tellement autre chose qu'on ne peut pas le décrire exactement. Pourtant, ça fait 15 ans que je baigne dans le transhumanisme et je n'ai toujours pas tout compris de l'éveil de l'univers. Mais par la technologie, en fait, on va arriver à autre chose. Je pense qu'aussi, c'est l'union de toutes choses. En fait, peut-être que dans un certain sens, cet éveil-là de l'univers que cherche un Kurzweil, c'est essayer d'unir tout ce qui existe. Parce que si moi, je suis simplement un amas de cellules, dans un certain sens, je ne suis pas différent de l'astéroïde qui pourtant n'a pas de conscience. Parce que l'astéroïde aussi, c'est un amas de cellules. Est-ce qu'il n'y a pas du coup quelque chose à... Alors peut-être que c'est quelque chose dans cette direction-là, mais je ne lis pas dans ses pensées, donc j'ai un petit peu du mal à expliquer plus que ça ce que Ray Kurzweil veut dire par ça. Avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, Calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité, avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil,
calvini.st et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. Est-ce que tu aurais des exemples, on pourrait dire concrets, même si c'est des exemples futurs, de choses qui semblent imminentes, qui t'ont marqué dans l'actualité transhumaniste? Alors je ne sais pas quelles sont les échelles de temps. Voilà, 5 ans, j'imagine que ça doit être court sur des... Mais est-ce qu'il y a des choses que tu te dis, oula, c'est vraiment perturbant et ou alors positif, hein, mais et quelle vision tu en tires peut-être de ces exemples selon les cas? C'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a toujours des... C'est toujours mix au niveau de ce qu'on imagine faire et des résultats. Il y a des choses qu'on imagine faire et qui seraient bonnes, qu'on n'arrive pas à faire, et d'autres, peut-être plus discutables. Parce que le transhumanisme propose des technologies que lui va utiliser pour certaines finalités, transformer l'humain. Et ces technologies en soi, elles ne sont pas mauvaises. Ray Kurzweil, par exemple, est quelqu'un qui, tous les 10, 20 ans, fait de nouvelles prédictions. Il dit, voilà, dans 30 ans, on aura ça. Et dans son premier bouquin, dont le nom m'échappe là de suite, il prévoyait 2-3 choses pour les années 30 à 50, donc maintenant. Et certaines choses, en fait, c'est un petit peu, c'était quelque chose qui ressemble à ça. Okay. Il prévoyait aussi de pouvoir guérir la maladie en introduisant des petits robots dans nos cellules. Ah ouais. Bon, la nanomédecine, on n'est peut-être pas tout à fait là, mais on est très proche de pouvoir injecter aussi des nanomachines, par exemple, dans le sang, pour pouvoir, par exemple, traiter certains problèmes cardiaques. OK. Et il prédit ça il y a 15-20 ans. Alors, il met pas pile dedans à chaque fois, loin de là, mais il y a des choses remarquables quand même. Donc, l'échelle de temps, elle est plus ou moins grande. On est dans des trucs assez stupéfiants quand même. Par exemple, et ça fait déjà bien 10 ans, il y a un chercheur en robotique, alors qu'il était à l'université de Chester, il est peut-être à Nottingham, non, il est à... quelque part en Angleterre, qui s'appelle Kevin Warwick, et son surnom c'est Capitaine Cyborg, parce qu'elle a été le premier à... donc 2 expériences qui ont été concluantes. La première, c'est commander un bras articulé à partir de sa faculté en Grande-Bretagne, simplement avec un truc qu'on lui pose sur la tête, et de contrôler un bras articulé au MIT aux États-Unis. Donc simplement comme ça. Et ça a marché. Donc, il y a aussi une question de science cognitive. Comment le cerveau peut arriver à contrôler quelque chose sans qu'on tape à l'ordinateur ni rien. Et il s'est après aussi fait installer des puces, lui et sa compagne, pour pouvoir commander à distance sa maison, son ordinateur, etc. Et même, et ça, il n'y est pas arrivé. Alors, peut-être qu'on pense qu'on n'y arrivera jamais. Moi, je pense qu'on n'y arrivera pas. Mais de partager ses pensées, ses émotions avec sa compagne. Wow. Alors, la première technologie, OK, j'arrive à conceptualiser un petit peu. Et en plus, le test a marché. Le deuxième, c'est un pas de plus, quoi. Ouais. Et c'est là où on est presque dans le pas philosophique. C'est, je peux coder mes émotions. Oui. Si je peux le coder, je peux le mettre dans une puce et faire en sorte que ça transmette et que ça communique avec une autre puce, celle de... ma femme, de ma compagne ou autre. Et là, je suis moins convaincu que ça puisse être possible. Et si jamais on y arrive, c'est pas parce qu'on y arrive que c'est pas forcément un problème non plus. Parce que je pense que l'homme, dans un monde déchu, séparé de Dieu, séparé de son environnement, peut faire des choses qu'il ne devrait pas. C'est pas parce qu'on peut les faire que c'est OK. Et alors ça vient de sortir, c'était début septembre, donc 25. Okay. C'était, alors, il y a question sur est-ce que c'était simplement une annonce publique ou est-ce que c'est une réalité technologique, mais une boîte chinoise avait annoncé, alors pas le premier utérus artificiel, mais le premier robot qui pourrait avoir un utérus artificiel et porter un enfant. Et le PDG de cette boîte l'annonçait pour, a priori, dans quelques mois. Pour milieu 26, à un prix défiant toute concurrence, 15 000 €. Alors, vous pouvez acheter un robot qui peut... c'est un robot qui peut devenir enceinte, je ne sais pas, pour moins cher qu'une voiture.
Ouais. Alors là, le monde de la tech était entre deux, entre agnostique et on y arrive enfin. Ah, ouais. Et ça, c'est des avancées, pour moi, qui me questionnent le plus. Hein. En tant que chrétien, c'est des questions éthiques. Qu'est-ce que l'être humain ? L'enfantement, c'est quoi ? Et ça pose toutes ces questions-là dont il faut s'emparer parce qu'en fait, si ils le font vraiment, que ça marche ou pas, les gens vont être confrontés à ces questions-là et vont se poser la question et peut-être vont pas trouver de réponse autre que peut-être chez nous. Et je pense que la foi chrétienne a pas simplement les meilleures ressources, mais je pense les seules ressources pour dire ce qu'est l'être humain et pourquoi c'est vraiment un problème. Et en fait, c'est vraiment une transformation et mauvaise hein, de l'humanité. Parce que plein de gens vont dire, pourquoi pas en fait ? Si ça permet d'avoir des enfants sans tous les problèmes naturels liés à l'enfantement, pourquoi pas, finalement. Qu'est-ce que nous on dit ? Je pense qu'on a des choses uniques à dire là-dessus. Et donc, c'est un petit peu maintenant qu'il faut s'emparer de tous ces sujets technologiques, parce que c'est à notre porte. Hein, et les chrétiens, on a toujours un petit peu de retard quand même, hein, quand il s'agit de nouvelles technologies, de nouvelles questions éthiques. Généralement, on arrive avec 20, 50 ans de retard. Là, on est à fond sur les théories du genre. Ça fait 25 ans que les théories du genre sont là. Hein. Les premières, c'est les années 60-70. Donc, ça fait 50 ans. Et en fait, seulement maintenant, on commence à avoir des bouquins d'apologétique, des cours. Et même, il n'y a pas beaucoup de cours prévus. Ouais. Nous, à la faculté d'Aix, on lance le premier cours, on inaugure notre cours sur les théories du genre, là, cette année. Peut-être que... Alors, je le prends pour moi, c'est moi le prof d'apologétique. Mais peut-être qu'en fait, j'aurais dû faire le pas avant. Hein. Ouais. Bon, alors, c'est une patate chaude, donc je n'ai jamais fait le pas. Mais maintenant, il faut le faire. Ouais. Donc voilà, ça, c'est les technologies dont il faut discuter maintenant parce que ça change l'être humain, quoi. Et puis, c'est intéressant de voir aussi, par exemple, l'IA. Aujourd'hui, on y est... Bien sûr. C'est, on va dire, une version du transhumanisme qui est peut-être plus accessible ou qui paraît moins impressionnante, quoique, mais à certains égards, parce qu'il n'y a pas de transformation comme un robot ou un utérus. Mais c'est quelque chose qui nous frappe tous, hein. On est tous confrontés à cette question. Que faire de ChatGPT ? Quel est le rapport à la créativité ? Quel est le rapport à la réflexion, tout simplement, hein, aussi de ces choses-là ? Comment toi, tu te positionnes par rapport à ces nouveaux outils en tant que professeur aussi ? Forcément, voilà, ça peut remettre en question le travail de tes élèves, ton travail. Enfin, comment tu te places vis-à-vis de tout ça ? Alors, l'IA, ça fait partie des technologies qu'on peut associer au transhumanisme. Donc, pas que à ça. Encore une fois, on peut être chercheur en IA, chrétien, engagé et pas du tout dans le mouvement transhumaniste. Mais transhumanistes l'utilisent. Et l'IA, alors je pense qu'en fait, c'est encore trop tôt pour savoir comment ça nous transforme. Mais par exemple, il y a quand même beaucoup de recherches scientifiques qui suggèrent que tout ce qu'on utilise pour travailler, pour lire, tous les outils qu'on utilise, en fait, ont un impact sur notre cerveau. Notre cerveau est un muscle, il est un muscle qui change aussi, et les synapses de notre cerveau peuvent changer de connexion. Et certains scientifiques pensent que la manière dont nous utilisons l'IA et dont nous lisons aussi à travers l'IA, alors déjà on disait ça dans les lectures simplement en ligne, change la manière dont notre cerveau est connecté. Et rien que ça, c'est une modification de notre nature humaine. Alors, il y a d'autres choses qui le font. Hein. Donc, l'IA n'est pas la seule chose. Mais finalement, est-ce que l'utilisation constante ne changerait pas ça ? Pour moi, c'est une question importante parce que ça me laisse me questionner par rapport à peut-être l'utilisation parfois naïve que nous, chrétiens, on peut avoir. L'IA, c'est un moteur de recherche, c'est un moteur de réflexion puissant. On peut faire un nombre de calculs et de recherches à la seconde qu'effectivement l'être humain ne pourra jamais atteindre. Et du coup, on peut faire quoi ? On crée une base de données et puis on peut créer un moteur de recherche de spiritualité chrétienne dans lequel l'IA va répondre à mes questions spirituelles, à faire de l'accompagnement pastoral, peut checker mon sermon aussi.
Donc, il prend tout l'ensemble des serveurs auxquels il a accès, et en ligne, c'était millions probablement, et il va comparer à ce qui est le meilleur. Il va me dire, voilà, là, bonne application, là, non. Superficiellement, on pourrait dire, finalement, si ça m'aide à être meilleur prédicateur, pourquoi pas? Et en même temps, qu'est-ce que ça change dans la manière dont moi, en fait, quelle habitude ça change en moi? Et en fait, la notion de l'habitude, elle est pour moi importante. Parce qu'en fait, nous sommes des êtres qui prenons l'habitude de faire quelque chose. On prend l'habitude d'une certaine relation avec ses proches, avec ses enfants, avec ses parents, avec ses amis, avec son époux, son épouse. On est des êtres d'habitude dans notre travail aussi, dans notre foi chrétienne. L'exemple typique d'habitude, c'est que si on ne prend pas l'habitude de prier et de lire la Bible, on priera et on ne lira pas. Parce qu'en fait, on n'y pensera jamais. Il y a tellement de choses qui viennent nous envahir. Et en fait, l'IA, c'est une question d'habitude aussi. Et du coup, je n'ai pas l'habitude de, moi, être confronté à une question et à un problème, mais je vais sous-traiter. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, si je fais une mauvaise analogie économique, le problème de toujours sous-traiter, c'est quoi? C'est qu'au bout d'un moment, la boîte locale, elle ferme. C'est ça, ouais. Et ben là, c'est pareil. Moi, je disparais. C'est l'IA qui prend la place, sans scénario apocalyptique. Mon collègue Pierre Sauvan-Chauny, qui est prof de dogmatique et d'éthique aussi, s'intéresse beaucoup à la manière dont l'IA, en particulier, affecte notre spiritualité, même notre recherche théologique. Alors, c'est vrai qu'au début, il y avait tous les outils qui sortaient, pas que ChatGPT, mais Perplexity, celui-là, Claude, machin et tout. J'en ai essayé plusieurs, même pour essayer de voir comment ça fait. S'il lui demandait un plan de cours, qu'est-ce que ça donnerait? Alors, il y a des résultats stupéfiants. Où on dit, ah oui, c'est bien, le plan de cours proposé est pas mal du tout. Mais du coup, ça remplace quand même, moi, ma démarche pédagogique. Oui. Parce que l'IA, ne connaît pas mes étudiants, ne connaît pas mon projet pédagogique à moi. Parce que même moi, des fois j'ai du mal à le formuler dans ma tête. L'IA fait quelque chose de manière très abstraite, en fait. C'est pas du tout, si je prends le mot, incarné. Et elle ne peut pas m'aider à accompagner, à prendre soin, à enseigner des êtres humains, des personnes dans la chair. Et ça, pour moi, c'est l'un des premiers problèmes. Ça reste artificiel. Et si j'utilise que ça, mon langage, mon cours, mes relations, elles deviendront artificielles aussi. Presque par nécessité. Je pense qu'il y a un usage sain de l'IA, mais je pense que cet usage sain, il doit passer par, d'abord, ne se jeter dessus que si on n'a vraiment pas le choix. Et du coup, notre utilisation sera probablement un peu moins intense que ça l'est maintenant. Intéressant. Je vais penser la dernière chose que tu as dit, j'avais vu un article sur des gars qui avaient fait une application où c'était pour de l'accompagnement spirituel par IA. Okay. En fait, ils avaient codé je crois que c'était dans le monde catholique, donc c'était simuler un prêtre qui en fait donnait des conseils spirituels. Ouais. Donc ça pose question aussi effectivement dans le relationnel. Bien sûr. On perd des choses. Donc. Il y a même une application, des applications apologétiques. Oui. Il y a, alors c'est alors agnostique ou athée, il est entre deux. Il s'appelle Alex O'Connor, qui est pas beaucoup actif en ligne et qui a fait un débat avec une IA, un apologète, un avatar catholique apologète, et qui le pousse un petit peu. Alors c'est l'IA bien sûr, mais c'est aussi pour montrer quelles sont les limites, etc. Et grosso modo, la conclusion d'Alex O'Connor, c'était: si on avait vraiment un apologète en face, il faudrait vraiment que l'Église catholique s'inquiète de ses réponses, quoi. Ok. Et donc, moi, je le recommande si vous êtes branché à politique et évangélisation. C'est Alex O'Connor et son débat avec une IA catholique. Vous faites un Google et puis vous le trouverez sur YouTube. Très intéressant. Est-ce que, Colin, tu avais une dernière question à poser à Yannick ou Non, je crois que c'est bon. Merci Yannick. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir. Avec plaisir. On a abordé la question de l'IA en terminant, et c'est justement le sujet qu'on va explorer plus en détail dans le prochain épisode de ce podcast qu'on fera avec Pierre Sauvan-Chauny, professeur de théologie systématique à la faculté Jean Calvin,
Et on va explorer la question en particulier comment l'intelligence artificielle affecte notre spiritualité. Donc rendez-vous dans le prochain épisode du podcast pour traiter ce sujet. D'ici là, pour ceux que ça intéresse, il y a la prochaine Conf Théo, la 2e de l'année, qui aura lieu jeudi 5 mars. Et c'est Maxime Kristanek, qui est le coordinateur de la vie communautaire de la faculté Jean Calvin, mais qui est aussi professeur de philosophie, qui va répondre à la question « Sommes-nous responsables de nos choix, même s'ils sont déterminés par Dieu ?» Grande question. Et donc, pour tous ceux que ça intéresse, rendez-vous jeudi 5 mars dans les locaux de la faculté Jean Calvin. C'est une Conf Théo qui est ouverte à tous, qui est gratuite et qui est assortie d'un buffet. Donc, n'hésitez pas, si vous habitez dans la région d'Aix-en-Provence, à vous rendre à cette Conf Théo. Yannick, il y a aussi la prochaine conférence FJC, mi-mars, qui aura lieu. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, alors c'est toujours possible de vous inscrire pour la conférence FJC qui sera donc les vendredis 13 et samedi 14 mars, donc dans quelques semaines. On s'intéressera ensemble à la manière dont les réseaux sociaux parfois changent la manière dont on s'exprime, dont on prend la parole en ligne, pour le bien, pour le pire peut-être aussi parfois. Et on se posera aussi la question de savoir quel est l'enjeu de notre témoignage en ligne. Donc, rendez-vous les 13 et 14 mars. Merci pour votre écoute et à bientôt dans Calvin Minutes. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation, et sur notre chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos gratuites.